L'explorateur progresse dans la jungle, taillant la dense végétation avec sa machette. Il s'arrête soudainement et se retourne. « C'était par où déjà ?» Son guide local répond, mais il doit attendre la fin et la traduction de son assistant. Il dit de continuer tout droit. C'est à peine à une centaine de mètres. L'explorateur, le gentleman, fait un signe de tête rapide avant de se tourner pour reprendre sa progression à travers la forêt. Le guide avait raison, car après un court trajet, la jungle dense s'ouvre soudainement, laissant place à une clairière. Cela révèle l'une des choses les plus incroyables vues par l'explorateur. Juste devant lui, s'élevant hors de la forêt, se trouve un immense temple de pierre ancien. Une énorme pyramide à degrés en pierre massive, finement sculptée et couverte de statues élaborées. La structure colossale semble avoir été abandonnée depuis des siècles, voire plus longtemps encore. La nature a fait de son mieux pour reprendre possession de la pierre et recouvrir la pyramide de lianes et d'autres plantes. L'équipe approche du temple mais s'arrête devant un monument de pierre qui s'y dresse. L'explorateur suit les lignes gravées du doigt, ôtant la terre pour révéler le pictogramme usé. Il semble représenter une sorte de créature, mais avec de grandes ailes déployées à la place des bras. Peut-être une sorte de tenue rituelle, dit l'explorateur à son assistant. L'assistante prend rapidement des notes dans son carnet, tentant de tout consigner. Oui, c'est sûrement une figure sacerdotale, peut-être le chef du temple grâce au lien qu'il partage avec l'eux. L'explorateur, agacé, interrompt ses pensées lorsque son guide l'interpelle. « Oui, quoi ? Que se passe-t-il » Son assistant de recherche traduit pour lui comme d'habitude. Il dit que nous ne devrions pas continuer, c'est trop dangereux. « N'importe quoi » répond l'explorateur. « Nous avons parcouru tout ce chemin et qui sait quels trésors nous attendent dedans ? Des trésors historiques, des artefacts, des trésors de savoir. » Bien sûr, répond son assistant en suivant son patron qui gravit la pyramide à degrés. Le guide, fidèle à ses intentions, attend près de la lisière tandis que les deux autres avancent dans un long couloir sombre, avec seulement des torches pour éclairer leur chemin. Il est impossible de voir jusqu'où le couloir s'enfonce dans le temple. L'explorateur s'arrête pour observer les murs couverts de nombreuses gravures. Il remarque des motifs géométriques complexes, ainsi que de nombreuses représentations de la créature ailée vue sur le monument extérieur. Ici, cependant, les créatures, elles sont représentées dans des moments d'action. Elles semblent courir, poursuivre, tendre la main et attraper des gens. On les voit attaquer, soulever et emporter vers la droite, là où l'histoire pictographique devrait culminer, mais il manque un morceau de mur. Il a dû tomber à un moment donné, tant pis, déclare l'explorateur, avant de continuer à explorer le reste du temple. Son assistant, cependant, ne le suit pas. Elle voit des morceaux de pierre sous le panneau manquant et s'agenouille pour les examiner. Elle commence à les rassembler, réarrangeant les différents morceaux pour leur redonner leur forme d'origine. L'exploratrice remarque alors autre chose. De l'autre côté du hall, une statue d'un grand guerrier fier, et dans sa main, il serre une grande lance ornée de bijoux, les pierres précieuses la décorant. Scintillant à la lumière des torches, l'exploratrice tend la main et saisit le manche de la lance. Il commence à tirer, peut-être un peu plus brusquement qu'on ne devrait le faire avec un artefact ancien. Mais il veut absolument cette pièce fabuleuse sertie de bijoux, et plus encore que la lance elle-même, il désire la renommée qu'elle lui apportera à son retour chez lui. L'explorateur tire sur la lance pendant que son assistant place le dernier morceau de la fresque. Elle lève sa torche pour mieux voir et pousse un cri de surprise. Les créatures ailées emportent des gens, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Elles les conduisent à l'ailleurs et elle voit qu'ils sont présentés à une créature ailée plus grande. C'est un monstre qui se nourrit des gens. L'assistante se tourne pour dire à l'explorateur ce qu'elle a découvert et au même moment, elle regarde, alors qu'il réussit enfin à retirer la lance de la statue. La statue le lâche enfin, il tombe au sol et reste allongé, émerveillé par la splendide lance ornée de bijoux. « Attention !» crie son assistant. L'explorateur ne remarque pas que la statue oscille dangereusement d'avant en arrière. Il roule sur le côté, juste avant qu'elle ne s'écrase, à l'endroit où il admirait la lance. « Ça va ?» demande-t-elle en courant vers lui. « Je crois que oui », répond-il. « Juste une petite bosse sur la tête. »« Rien qu'un bon... »« Quoi donc ?» demande-t-elle, mais il semble distrait par quelque chose derrière elle. « Par un bon... » Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Il désigne un trou dans le mur où la statue était et l'assistant voit quelque chose en sortir. C'est l'une des créatures murales, un être mi-homme, mi-lézard doté d'ailes en guise de bras. La créature, sans chair, est composée uniquement d'os. Tous les deux crient face à la créature à moitié humaine squelettique et celle-ci leur répond en poussant un hurlement aigu et perçant.
Soudain, d'autres créatures commencent à sortir du trou dans le mur, tandis que d'autres rampent hors de trou, jusque-là invisibles et inaperçues dans les murs et le plafond. Les créatures accourent, bloquant la sortie du temple, forçant le duo à s'enfoncer dans le couloir sombre. Alors qu'ils fuient, d'autres créatures jaillissent de l'obscurité, hurlant et les agrippant de leurs griffes ailées. En tournant, une créature saisit la cheville de l'explorateur, le faisant chuter violemment sur le sol. Son assistante accourt pour l'aider, mais deux autres créatures surgissent et l'enlacent de leurs bras osseux et ailés. L'explorateur se relève et frappe l'une d'elles avec une lance ornée de bijoux alors qu'elle traîne son assistante dans un trou sombre, mais une troisième créature arrache la lance de ses mains. D'autres créatures arrivent dans le couloir derrière lui. L'explorateur doit fuir. Le couloir devant lui semble s'être effondré auparavant. Il doit entrer dans un des tunnels sombres creusés dans la roche. Le tunnel étroit serpente et l'explorateur ignore sa destination ou son plan. Il tourne un virage et le tunnel débouche sur une salle gigantesque. Le plafond dépasse 30 mètres et il ne distingue pas les murs lointains, éclairés seulement par sa torche et un faible rayon de soleil passant par un trou très haut. Il remarque aussi un silence soudain. Il se retourne et regarde le tunnel d'où il vient de sortir et remarque que le bruit des créatures horribles qui le poursuivaient s'est arrêté. L'explorateur entend quelque chose venant du fond de la gigantesque salle et se retourne, scrutant l'obscurité. Dans un rayon de lumière, il aperçoit une créature ailée. Mais elle se déplace étrangement, comme si elle ne marchait pas, mais flottait dans les airs. Et c'est parce qu'elle ne marche pas. En s'approchant, l'explorateur voit la créature ailée coincée sur la dent d'une bouche monstrueuse. La gigantesque créature ailée émerge de l'obscurité dans le faisceau de lumière, rejetant sa tête en arrière pour avaler la créature coincée dans ses dents, ses os craquant bruyamment dans sa bouche. À la lumière, l'explorateur voit que le monstre, long de centaines de pieds, est un énorme lézard volant. Ou du moins, il l'était autrefois, car maintenant, la majeure partie de son corps n'est constituée que d'os. Quel lambeau de chair reste-t-il? En lambeaux pourris? Le monstre ouvre la gueule et rugit sur l'explorateur. Son souffle fétide évoque l'ouverture d'un mausolée, frappant l'explorateur au visage. L'explorateur tente de fuir, mais le monstre le frappe de la patte. Avec une aile osseuse qui porte encore quelques lambeaux noircis de peau cuirassée, il le projette au sol. Il est cloué au sol par une énorme griffe épineuse. Alors que la créature ouvre la gueule, rugissant à nouveau, puis baisse la tête pour commencer à festoyer de son repas, l'explorateur ferme les yeux, se préparant à être dévoré vivant lorsque la créature pousse soudain un hurlement perçant. L'explorateur voit la lance ornée de joyaux plantée dans une zone de chair sur le pied griffu de la créature et saisit le manche. C'est son assistante. Elle semble affaiblie, mais vivante. Elle l'aide à se relever. Ils doivent partir. L'explorateur retire d'abord la lance de la griffe du monstre. Les deux commencent à courir, faisant tout leur possible pour éviter le monstre qui les griffe et tente de les attraper. Ils aperçoivent une ouverture illuminée à l'autre bout de la vaste pièce et n'ayant pas d'autre choix, ils commencent à s'y diriger. En s'approchant, ils voient que c'est ce qu'il leur fallait, une échappée vers la lumière. Ils s'arrêtent, net au bord, faillant tomber par-dessus le rebord. De l'autre côté, l'ouverture du tunnel qui débouche sur le flanc du temple ne donne sur rien d'autre que le vide et une chute de plusieurs centaines de mètres vers la jungle en bas. Ils se retournent pour voir le monstre foncer toujours vers eux et sans avoir le temps de réfléchir davantage, ils sautent tous les deux, juste quelques secondes avant que la créature ne claque ses mâchoires osseuses à l'endroit où il se tenait. Elle est trop grosse pour faire passer autre chose que sa bouche par la porte. Et elle hurle et crie alors qu'il tombe dans les airs avant de s'écraser au sol en contrebas. L'assistante ouvre lentement les yeux et aperçoit quelqu'un. C'est leur guide. Il lui tient la tête et lui demande si elle va bien. Elle se redresse, étourdie et plus qu'un peu meurtrie par sa chute. Elle demande au guide où est l'explorateur, s'il va bien, et le guide baisse les yeux, semblant préférer ne pas répondre. Il désigne à côté d'eux sans regarder, et l'assistante voit l'explorateur au sol empalé sur la lance ornée de bijoux à quelques mètres. L'histoire regorge de récits et légendes sur Dieu, monstres et tout ce qui les sépare, mais toutes ne sont pas de simples histoires. Parfois, la réalité est plus terrifiante que ce que nous imaginons. C'est précisément le cas pour SCP-4959, aussi appelé Pteranodon de Teotihuacan. SCP-4959 est une créature géante ressemblant à un ptérosaure, un reptile volant de l'ère mésozoïque. Alors que les ptérosaures sont éteints depuis des millions d'années, SCP-4959 est bel et bien vivant, ou du moins animé.
Cette anomalie massive, dont l'envergure atteint environ 50 mètres, est dans un état de décomposition vivant. Près de 70% de sa chair a pourri ou s'est détaché, ne laissant que quelques plaques de peau et de tissu décomposés sur ses os. La chair restante ne présente plus aucun signe de décomposition, comme si elle était figée à ce stade avancé. Les analyses de la chair, de 4959, n'ont montré aucune anomalie, sauf une légère hausse d'iridium. Ses yeux ont disparu, mais ses orbites brillent d'une vive lumière verte, dont la source reste inconnue. En colère, la créature projette une couronne de feu multicolore depuis ses ailes, son crâne et son cou. SCP-4959 a été trouvé dans une vaste chambre sous le temple du serpent à plumes à Teotihuacan, Mexique. Un certain nombre de tunnels mènent à la chambre, et ceux-ci aussi sont loin d'être vides. Dans les couloirs sinueux du temple, on trouve des entités appelées SCP-4959-159A. Ces créatures, de taille humaine, sont formées d'ossements humains et de ptérosaures, créant un nouvel amalgame. Les os sont attachés à un cœur central pierreux. On ignore si ce cœur a été sculpté dans la pierre ou s'il était autrefois un vrai cœur devenu pierre par ossification. On ignore aussi comment les os sont reliés ou restent ensemble. Les entités 4959A arborent aussi divers ornements corporels, dont parfois des bandes de tissu en décomposition. Des plumes et pierres précieuses similaires à celles des peuples autochtones ayant vécu ici il y a des siècles. SCP-4959 est carnivore, bien qu'il soit inconnu s'il a besoin de se nourrir ou s'il en a simplement le désir. Il semble que les entités SCP-4959A aient pour tâche de lui apporter ses repas, puisque la créature, 4959 elle-même, est trop grande pour quitter sa chambre sous le temple. Les couloirs reliant le temple à la chambre de SCP-4959 se sont tous effondrés. Et les seuls tunnels qui y mènent, maintenant, ont très probablement été creusés dans la roche et la terre par les entités 4959 à Eden. Ils explorent ces tunnels, surtout la nuit, pour trouver de petits animaux comme oiseaux et lézards, mais découvrent parfois un animal plus gros, voire un humain égaré. Ils apportent alors leur proie vivante directement au ptérosaure géant, l'offrant à la fois comme repas et comme sacrifice. Le SCP-4959 va alors manger la proie entière, consommant parfois l'entité 4959A en même temps. Le temple est orné de gravures et fresques donnant de nombreux indices sur l'origine du SCP-4959. Bien qu'on ignore comment il est arrivé là, il semble que les habitants locaux aient découvert la créature dans sa chambre et l'ayant considéré comme un avatar de leur serpent à plumes. Dieu, ou peut-être une autre divinité inconnue. Un temple fut érigé sur le site. Ils débutèrent les sacrifices à la créature divine sous terre, d'abord avec de petits animaux, puis des humains lors des jours saints. Il y a aussi autre chose représentée sur les fresques qui semble être d'une grande importance. SCP-4959 aurait eu un cœur représenté par une grosse pierre précieuse, décrit comme rouge sang et brillant comme le soleil levant. Cette pierre précieuse se trouvait autrefois au sommet du temple, mais son emplacement actuel reste inconnu. Après analyse du site par les historiens de la Fondation SCP, un récit a été établi pour expliquer partiellement les événements. Il semble qu'il y ait eu un soulèvement au sein de la population locale. Vers le VIe siècle après Jésus-Christ, un conflit a éclaté parmi le peuple sur la nature divine ou maléfique de cet être. Ceux qui doutèrent des origines divines de SCP-4959 ont pris le contrôle du temple et se sont aventurés dans ses profondeurs pour tenter de tuer la créature. Les brûlures sur les murs témoignent du combat probable. Et bien qu'ils aient subi de nombreuses pertes, il semble qu'ils aient au moins réussi à sceller la chambre. On ignore actuellement ce qu'il est advenu du grand joyau au sommet du temple après cela. Mais la Fondation s'intéresse à son emplacement, car il pourrait expliquer la longévité du SCP-4959. Le SCP-4959, classé Euclide, reste confiné sous le temple du serpent à plumes. Mais toutes les entrées des tunnels ont été bloquées par des portes renforcées. Toute nouvelle entrée découverte lors du creusement de SCP-4959A devra aussi être fermée et scellée par des portes. Chaque semaine, un grand animal vivant, généralement une vache, est placé dans un puits menant à la chambre. Jusqu'à présent, cela suffit à garder SCP-4959 dans sa tombe. Qu'est-ce que SCP-4959 et qui sont ces créatures mi-hommes, mi-ptérosaures qui le servent? Sont-ils d'anciens sacrifices humains condamnés à servir éternellement leur maître? Si SCP-4959 a été un dieu à un moment donné,
Le fait que nous soyons maintenant responsables de le nourrir et de le garder satisfait signifie qu'en un sens, c'est nous qui le servons désormais. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-3 1700, les marées de la guerre, pour une autre anomalie aux implications divines. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.